On est en 1938 à Berlin, au ministère de l'Air du Reich. Autour d'une table, plusieurs hauts responsables fixent des plans étalés devant eux. Le silence est pesant, puis les visages se figent, pâlissent. Ce qu'ils voient semble défier à la fois les lois de l'aéronautique et le bon sens. Sur les dessins, un avion profondément déroutant. La cabine de l'équipage n'est pas centrée dans le fuselage, comme sur tous les appareils connus, mais décalée sur le côté droit. Le moteur, lui, est placé à gauche. Une machine totalement asymétrique. L'un des fonctionnaires se prend la tête entre les mains et s'exclame que cet engin ne quittera jamais le sol, qu'il se retournera au décollage et tuera son pilote. Les autres acquiescent. Pour eux, le verdict est évident. Face à eux se tient pourtant un homme imperturbable, Richard Vogt, 40 ans, ingénieur aéronautique. Son visage est fermé, son regard déterminé. Vogt n'est pas un novice impressionnable. Ancien combattant de la Première Guerre mondiale, il a connu les tranchées, piloté des avions fragiles au-dessus des champs de bataille et appris très tôt que les certitudes officielles valent rarement face à l'expérience. Dans le milieu aéronautique, il est déjà connu comme un innovateur obstiné, un homme qui refuse les chemins tout tracés et cherche des solutions là où les autres se contentent de répéter les mêmes recettes. L'histoire de cet avion improbable commence quelques mois plus tôt, lorsque le ministère de l'Air lance un appel d'offres pour un nouvel avion de reconnaissance monomoteur. Les exigences sont strictes. Un équipage de 3 hommes, une excellente visibilité pour l'observation des positions ennemies, tout en conservant vitesse et maniabilité. Le cahier des charges insiste sur un point crucial. L'appareil doit impérativement être monomoteur afin de simplifier la production et de réduire la consommation de carburant. Les grandes entreprises allemandes sont invitées à concourir. Arado, Focke-Wulf et d'autres acteurs majeurs de l'industrie aéronautique. En revanche, la société Blohm et Voss, où travaille Vogt, n'est même pas conviée. Elle est spécialisée dans les hydravions et les avions maritimes, pas dans les appareils terrestres de reconnaissance. Mais Richard Vogt n'est pas homme à rester spectateur lorsqu'une occasion de bouleverser les règles se présente. Avant tout, pour soutenir la chaîne, abonne-toi, mets un like et booste la vidéo si tu as la possibilité de le faire, ça m'aide beaucoup à me développer. Depuis longtemps, il réfléchit aux failles fondamentales de la conception aéronautique classique. À l'époque, tous les avions suivent le même schéma. Moteur centré à l'avant, cockpit derrière, aile au milieu, empennage à l'arrière, une configuration jugée naturelle, mais que Vogt estime profondément imparfaite. D'abord, le moteur placé devant l'équipage limite gravement la visibilité vers l'avant et vers le haut, un défaut majeur pour un avion de reconnaissance. Ensuite, le souffle violent de l'hélice perturbe les gouvernes, dégradant la stabilité en vol. Enfin, et c'est là que Vogt va plus loin que ses contemporains, le couple moteur entraîne en permanence l'avion sur un côté. En réalité, même les avions dits symétriques volent de manière déséquilibrée, obligeant le pilote à corriger sans cesse la trajectoire. Vogt en tire une conclusion radicale. Et si le problème venait justement de cette obsession de la symétrie? Et s'il était possible de concevoir un avion asymétrique, dans sa forme, mais parfaitement équilibré dans son comportement en vol, une machine qui ne lutterait plus contre son pilote, mais volerait naturellement droit? C'est cette idée, jugée folle par les bureaucrates du Reich, qui vient de naître sur la table du ministère. Une idée qui, contre toute attente, s'apprête à devenir réalité. Et si l'on cessait de lutter contre les défauts de l'aviation, pour les utiliser à son avantage? Richard Vogt poussa son raisonnement plus loin encore. Et si l'on déplaçait volontairement les éléments de l'avion afin de compenser une fois pour toutes les déséquilibres que les pilotes subissaient depuis toujours? Une idée radicale, presque hérétique, mais une idée qui trouva un allié inattendu. Walter Blohm, propriétaire de la société Blohm & Voss, fut l'un des rares à ne pas qualifier Vogt de fou. Visionnaire et entrepreneur pragmatique, Blohm croyait fermement que l'avenir de l'aviation, une fois la guerre terminée, appartiendrait au transport civil.
Les contrats militaires n'étaient pour lui qu'un moyen temporaire de financer une ambition plus vaste. Voir ses hydravions traverser les océans, remplacer les ferries et relier les continents. Chez Blohm et Voss, l'innovation n'était pas un danger, mais une opportunité. Lorsque Vogt lui présenta ses plans d'un avion de reconnaissance totalement asymétrique, Blohm y vit bien plus qu'un simple projet militaire. Il y vit une chance unique de placer son entreprise sous les projecteurs du monde entier. Peu importait que le ministère de l'Air n'ait même pas invité la société au concours officiel. Blohm donna son feu vert. Vogt et son équipe d'ingénieurs se mirent au travail avec une énergie fébrile. Le moteur radial BMW 132 fut installé sur la gauche dans un fuselage dédié qui se prolongeait jusqu'à l'empennage. Sur la droite, une nacelle entièrement vitrée en plexiglas accueillait l'équipage de 3 hommes, le pilote à l'avant, l'observateur au centre et le mitrailleur à l'arrière. Le résultat était sans précédent. Grâce à cette verrière transparente, l'équipage bénéficiait d'un champ de vision exceptionnel, vers l'avant, vers le sol, vers le ciel, sur les côtés et même vers l'arrière. Aucun autre avion monomoteur de l'époque n'offrait une telle visibilité. L'aile, reliant les deux parties de l'appareil, avait été soigneusement calculée pour répartir la portance et neutraliser l'asymétrie des masses. Vogt s'appuyait sur des calculs complexes pour démontrer que l'avion serait parfaitement stable en vol. À la fin de l'année 1938, le premier prototype fut enfin prêt. Lorsque les mécaniciens le poussèrent hors du hangar vers le terrain d'aviation, un silence pesant s'installa. L'appareil semblait irréel, comme assemblé à partir de 2 avions différents. Le pilote d'essai tourna longuement autour de la machine, secouant la tête, murmurant son scepticisme. L'équipe au sol, tout aussi nerveuse, pariait à voix basse. Soit l'avion ne décollerait jamais, soit il se retournerait aussitôt. À l'écart, Richard Vogt serrait les poings. Il savait que ce vol déciderait de tout. Sa carrière, sa crédibilité et l'avenir même du concept d'avion asymétrique. Le moteur rugit. L'hélice entra en rotation. L'appareil s'élança sur la piste. La vitesse augmenta, la structure vibra, mais resta parfaitement dans l'axe. Puis doucement, le nez se leva et l'avion quitta le sol. Quelques secondes interminables s'écoulèrent. Aucun basculement, aucune perte de contrôle. Contre toute attente, la machine montait régulièrement, avec une stabilité presque provocante. Le pilote effectua un tour de terrain, enchaîna plusieurs manœuvres, puis se posa sans incident. Ce jour-là, Richard Vogt venait de prouver qu'en aviation, défier les règles établies pouvait parfois conduire non pas au chaos, mais à une révolution. Lorsque le pilote d'essai quitta enfin le cockpit, son visage était pâle et marqué par l'émotion. Mais ses premiers mots surprirent tout le monde. Cette machine vole mieux que beaucoup d'avions conventionnels. Aucun problème de roulis, des commandes précises, prévisibles, et surtout une visibilité depuis la nacelle vitrée qui dépassait tout ce qu'il avait connu jusqu'alors. Le verdict était sans appel, contre toute attente, l'avion asymétrique fonctionnait, et remarquablement bien. La nouvelle des essais réussis se répandit rapidement dans les cercles aéronautiques allemands. Parmi ceux qui s'y intéressèrent figurait un homme clé, le général Ernst Udet. De la Première Guerre mondiale, figure mythique de la Luftwaffe et proche collaborateur de Hermann Göring, Udet n'était pas un simple bureaucrate. C'était un pilote dans l'âme capable de reconnaître une innovation audacieuse quand il la voyait. Lorsqu'il prit connaissance des résultats du BV-141, nom désormais officiel de l'appareil, Udet exigea une démonstration personnelle. Vogt accepta sans hésiter. Le général se rendit sur l'aérodrome, inspecta l'avion sous toutes ses coutures, posa une avalanche de questions techniques et monta, même à bord comme observateur. À l'issue du vol, Udet était enthousiaste. Selon lui, le BV-141 remplissait pratiquement toutes les exigences du ministère de l'Air, et en surpassait certaines. Il promit son soutien à Vogt et entreprit de défendre le projet dans les plus hautes sphères du pouvoir. Mais cet enthousiasme n'était pas partagé par tous. Hermann Göring, commandant en chef de la Luftwaffe et l'un des hommes les plus puissants du Troisième Reich, accueillit l'avion asymétrique
avec un scepticisme glacial. Conservateur en matière de technologie aéronautique, Göring privilégiait les concepts éprouvés aux expérimentations audacieuses. Informé du BV 141, il balaya le projet d'un revers de main, le qualifiant de numéro de cirque, doutant ouvertement qu'une telle machine puisse un jour entrer en service. Göring soutenait clairement les concurrents de Vogt, en particulier Focke-Wulf, qui présentait son propre avion de reconnaissance, le Fe-189, surnommé Uhu, le hibou. Doté d'une configuration classique à double poutre et de deux moteurs, avec une nacelle centrale entièrement vitrée, le F-189 violait pourtant officiellement l'exigence du ministère imposant un monomoteur. Mais Göring fermait les yeux, convaincu qu'un bimoteur était plus sûr et plus fiable. De son côté, la firme Arado n'était pas restée inactive. Elle développa l'AR 198, un appareil que le ministère envisageait initialement d'adopter sans même organiser de véritables compétitions. Les responsables étaient quasiment prêts à lui attribuer le contrat. Mais lorsque le prototype fut enfin testé, la réalité s'imposa brutalement. L'avion était instable, peu performant et très en deçà des attentes. Après quelques vols d'essai, le programme AR 198 fut abandonné. Tous les espoirs se reportèrent alors sur le duel entre Focke-Wulf et Blohm-Voss. Le 4 avril 1940, les essais comparatifs officiels URNIAS en eurent lieu. Une commission du ministère de l'Air se rendit sur place pour évaluer les deux machines, le BV 141 et le FW 189. Vitesse, maniabilité, stabilité, visibilité du poste d'observation, efficacité en mission de reconnaissance à différentes altitudes, tout fut passé au crible. Les deux avions se montrèrent performants, mais le BV 141 disposait de plusieurs avantages décisifs. Restait désormais à convaincre un système qui, plus que la performance pure, redoutait ce qui sortait des sentiers battus. Sa configuration monomoteur présentait un avantage décisif. L'avion était plus simple à entretenir et nettement moins coûteux à produire. Quant à la visibilité, depuis la nacelle entièrement vitrée, elle surpassait même celle du FW 189. La surface de verrière était plus vaste et l'absence d'éléments structurels gênants offrait au pilote et à l'observateur un champ de vision exceptionnel dans toutes les directions. Plus surprenant encore, l'avion asymétrique conçu par Vogt démontra une excellente stabilité et une maniabilité irréprochables. Les craintes exprimées par les sceptiques furent totalement démenties par les essais en vol. Dans son rapport final, la commission officielle conclut que le BV 141 remplissait presque toutes les exigences de la mission et présentait un potentiel considérable comme avion de reconnaissance. Ernst Udet s'appuya sur ces résultats pour défendre le projet avec acharnement au sein du ministère de l'Air. Il affirmait que cet appareil non conventionnel correspondait parfaitement aux besoins de la Luftwaffe, appelée à mener des missions de reconnaissance sur tous les fronts. Malgré l'opposition persistante de Hermann Göring, toujours favorable au F-189, une décision historique fut prise en 1939. À la stupéfaction générale, le ministère passa commande de 500 BV-141. Pour Vogt, pour Walter Blohm et pour toute l'équipe de développement, c'était un triomphe absolu. L'avion que beaucoup avaient qualifié de folie technique était désormais destiné à devenir un appareil de reconnaissance standard de la Luftwaffe. Dans les plans de l'état-major, le BV 141 devait être déployé sur l'ensemble des théâtres d'opération avec des attentes particulièrement élevées pour le futur front de l'Est où se préparait l'invasion massive de l'Union soviétique. L'enthousiasme était à son comble. Les ingénieurs se congratulaient, les mécaniciens sabrèrent le champagne, et Vogt lui-même laissa enfin apparaître un sourire. Des années de travail acharné, de lutte contre la bureaucratie et le scepticisme semblaient enfin récompensés. Pour Blohm-Voss, ce contrat colossal promettait des années d'activité et de prospérité. La machine industrielle se mit en marche.
De nouveaux ateliers furent construits, des équipements modernes installés et des ouvriers embauchés en masse. Les bureaux d'études planchaient déjà sur une version améliorée de l'appareil, doté d'un moteur plus puissant et d'un armement renforcé. Tout laissait croire que le BV-141 allait devenir l'un des symboles de l'aviation allemande. Les planificateurs militaires, eux aussi, se projetaient déjà. Des tactiques d'emploi étaient élaborées, des équipages formés et des missions de reconnaissance planifiées en profondeur au-dessus du territoire ennemi. Le BV-141 devait notamment jouer un rôle clé dans l'observation des fortifications, des aérodromes et des concentrations de troupes soviétiques avant le lancement de l'opération Barbarossa. Mais cette euphorie fut de courte durée. À mesure que les ingénieurs entraient dans les détails de la production en série et développaient de nouveaux prototypes, des problèmes graves commencèrent à apparaître. Des défauts jusque-là ignorés ou jugés secondaires prirent soudain une importance critique. Le premier, et le plus inquiétant, concernait directement l'équipage. Cette fameuse nacelle entièrement vitrée, fierté du BV-140E1 et clé de sa visibilité exceptionnelle, se révéla être, en conditions de combat, une véritable piège mortel. Le verre, même blindé, ne pouvait offrir une protection suffisante contre les balles et les éclats. Pilotes, observateurs et mitrailleurs se retrouvaient exposés, vulnérables, dans un cockpit transformé en cible idéale. L'avion, qui avait défié les lois de la conception aéronautique, venait de se heurter à une autre réalité, bien plus brutale, celle de la guerre moderne. En conditions de combat, la réalité s'imposa brutalement. Le moindre chasseur ennemi ou une simple pièce de DCA pouvait transformer la cabine vitrée en passoire en quelques secondes. Les membres d'équipage avaient l'impression de voler dans un aquarium suspendu dans le ciel, parfaitement visible et presque totalement exposé au feu adverse. Très vite, les pilotes pressentis pour utiliser le BV-140E1 firent part de leurs inquiétudes. Certains refusèrent même catégoriquement de voler dans un appareil où l'ennemi pouvait les voir comme dans une vitrine, sans qu'ils disposent d'une protection digne de ce nom. L'innovation qui faisait la fierté du projet devenait soudain sa plus grande faiblesse. Une seconde difficulté, plus discrète mais tout aussi sérieuse, apparaissait sur le plan technique. Le gouvernail de direction, installé sur l'empennage, subissait des turbulences constantes. Les flux d'air produits par l'hélice et la structure asymétrique frappaient directement la dérive, rendant le pilotage plus exigeant. À grande vitesse, maintenir le cap demandait un effort permanent. Sur de courts vols d'essai, le problème restait supportable. Mais lors de missions de reconnaissance longues de plusieurs heures, cette lutte continue épuisait les pilotes et réduisait l'efficacité globale de l'équipage. Les ingénieurs tentèrent de corriger le phénomène en modifiant la forme et la surface des gouvernes. Mais chaque ajustement entraînait de nouveaux déséquilibres. Corriger un défaut revenait souvent à en créer deux autres. Puis survint une troisième complication, lorsque l'on commença à équiper l'appareil de mitrailleuses et de matériel supplémentaire. Le poids augmenta sensiblement, révélant une faiblesse inattendue. L'aile n'était plus suffisamment longue pour garantir un équilibre correct. La nacelle droite, alourdie par l'équipage et l'armement, prenait l'avantage sur le côté gauche où se trouvait le moteur. Il fallut donc allonger l'aile, ce qui augmenta encore la masse totale et entraîna une baisse des performances. Le projet entra alors dans un cercle vicieux. Chaque correction technique apportée générait de nouvelles contraintes. Les équipes d'ingénieurs s'enfonçaient dans une spirale de modifications sans fin. Richard Vogt vivait cette période comme un véritable cauchemar. Il voyait son avion, autrefois salué comme une prouesse révolutionnaire, se transformer en machine capricieuse, fragile, nécessitant des compromis constants. Pourtant, il refusa d'abandonner. En 1941, 3 prototypes complets furent construits pour des essais approfondis, auxquels s'ajouta une petite série de 5 appareils de la version A destinés à des évaluations en unités opérationnelles. Ces avions étaient équipés de moteurs BMW 132 développant environ 1560 chevaux,
leur permettant d'atteindre une vitesse maximale proche de 440 km/h. Leur rayon d'action atteignait environ 1900 km, pour un plafond opérationnel de 9700 mètres. Des performances honorables pour un avion de reconnaissance, mais insuffisantes aux yeux des militaires. L'état-major en exigeait davantage, plus de puissance, plus de vitesse et surtout une meilleure protection de l'équipage. Pour répondre à ces demandes, les ingénieurs conçurent une version profondément améliorée, la BV-140 et un B, destinée à devenir le véritable modèle de série. Cette variante reçut le puissant moteur BMW 801, bien plus performant, capable d'offrir une vitesse nettement supérieure. L'empennage fut entièrement repensé et rendu asymétrique. La partie droite du stabilisateur horizontal fut même supprimée afin d'améliorer le champ de vision et le secteur de tir du mitrailleur arrière. Ce choix audacieux accentuait encore l'apparence déroutante de l'appareil, déjà considéré comme l'un des avions les plus étranges jamais conçus. Mais il traduisait aussi l'ultime tentative de sauver un concept brillant, désormais rattrapé par les dures exigences de la guerre moderne. Désormais, l'avion avait une allure presque irréelle. Le moteur était installé à gauche, la cabine entièrement vitrée à droite, et même l'empennage semblait déformé, volontairement asymétrique. Tout dans cette machine défiait les codes de l'aviation classique. Les ingénieurs renforcèrent le blindage des zones vitales, mais il demeura impossible de protéger efficacement la grande gondole de verre. On tenta néanmoins d'améliorer la survie de l'équipage en installant un armement défensif plus puissant avec plusieurs mitrailleuses supplémentaires destinées à repousser les chasseurs ennemis. À la fin de l'année 1941, 12 appareils de série de la version BV-140 et un B avaient été construits et soumis à des essais intensifs. Les résultats se révélèrent ambivalents. D'un côté, le nouveau moteur apportait un réel gain de performance. L'avion était plus rapide, plus nerveux et globalement plus agréable à piloter. De l'autre, les faiblesses fondamentales restaient intactes. La vulnérabilité de l'équipage demeurait critique et la complexité extrême de la cellule posait de sérieux problèmes industriels. Chaque BV-141 exigeait un nombre d'heures de travail bien supérieur à celui d'un avion conventionnel. Son architecture asymétrique impliquait que presque toutes les pièces étaient uniques. Contrairement aux appareils classiques, il était impossible d'intervertir des éléments entre le côté gauche et le côté droit. Cette absence de standardisation compliquait la logistique, multipliait les références de pièces détachées et ralentissait considérablement la cadence de production. C'est à ce moment précis que le ministère de l'Air prit une décision fatale pour le programme. Après analyse, les responsables conclurent que le BV-140E1 était trop complexe et trop coûteux pour une production de masse. En pleine guerre, alors que le Reich avait un besoin urgent de milliers d'avions livrés dans les plus brefs délais, une machine aussi sophistiquée représentait un luxe que l'Allemagne ne pouvait plus se permettre. Un autre facteur pesa lourd dans la balance. Les puissants moteurs BMW 800 en étaient indispensables au nouveau chasseur Focke-Wulf FW-190, chargé de défendre le ciel allemand contre les bombardements alliés. Chaque moteur installé sur un BV-140 et un signifiait un chasseur de moins en première ligne. Or, dans l'économie de guerre du Reich, la priorité absolue allait à la chasse, bien plus qu'à un avion de reconnaissance expérimentale, aussi prometteur fût-il. Les autorités estimèrent par ailleurs que le parc existant de Focke-Wulf FW-189 suffisait largement pour les missions de reconnaissance. Ces appareils bimoteurs, surnommés Uhu, le hibou grand-duc, avaient fait leurs preuves. Fiables, efficaces et déjà produits en grande série, ils ne justifiaient pas l'introduction d'un nouvel avion plus complexe. La décision tomba. La commande initiale de 500 appareils fut annulée. La production fut stoppée après la livraison de 12 BV-140 et un B. Des documents d'archives découverts ultérieurement indiquent sans toutefois qu'environ une vingtaine d'exemplaires virent réellement le jour si l'on inclut l'ensemble des prototypes
et appareils d'essai. Pour l'équipe de Richard Vogt, ce fut un choc dévastateur. Des années de travail acharné, de nuits passées sur les planches pleines à dessin, de luttes administratives et de tests interminables semblaient mais soudain réduites à néant. L'avion, qui devait révolutionner la reconnaissance aérienne, n'entra finalement dans l'histoire que comme une brillante curiosité technologique. Vogt, profondément affecté, refusa pourtant d'abandonner. Fidèle à sa réputation d'ingénieur obstiné, il poursuivit ses travaux, convaincu que le ministère pourrait un jour changer d'avis. Des projets furent élaborés pour pas moins de 38 variantes du BV-140E1, incluant différents moteurs, configurations d'armement et équipements spécialisés. Mais pour l'instant, l'avion asymétrique le plus audacieux du Troisième Reich venait de voir son destin scellé. Mais tous ses plans restèrent sur le papier. Puis survint un événement qui enterra définitivement le projet. En 1942, l'aviation alliée lança un raid massif sur les installations industrielles allemandes. Parmi les cibles se trouvait l'usine de Focke-Wulf à Brême, où étaient montés construits les quadrimoteurs F-200 Condor. Ces avions servaient à la fois de bombardiers lourds et de reconnaissance longue distance, patrouillant l'Atlantique et traquant les convois alliés. Mais surtout, l'un de ces Condors était l'avion personnel d'Adolf Hitler, utilisé pour relier les différents QG et fronts. La bombe alliée détruisit presque complètement l'usine. Les hangars furent réduits en flammes, les machines et les équipements anéantis, et la production des Condors s'arrêta brutalement. Pour l'industrie aéronautique allemande, c'était une catastrophe. L'état-major chercha immédiatement une solution. Les Condors étaient indispensables, notamment pour soutenir les opérations contre l'Union soviétique, où ils devaient être employés comme bombardiers lourds. Les regards se tournèrent alors vers l'usine Blohm+Voss. L'entreprise possédait des installations adaptées, des ouvriers qualifiés et de l'expérience dans la construction d'avions de grande taille, même si jusque-là il ne s'agissait que d'hydravions. Le ministère de l'Air ordonna à Blohm+Voss de cesser immédiatement tous ses projets internes et de se consacrer à la production sous licence du FV-200 Condor, un ordre irrévocable. Walter Blohm entra dans une colère noire, mais il ne pouvait rien faire. Tous les moyens de son entreprise, ses ateliers et ses ouvriers furent réaffectés à l'assemblage des avions d'un autre constructeur. Le BV-140E1 n'intéressait désormais plus personne. Quelques exemplaires terminés restèrent à l'abandon sur le tarmac, lentement rongés par la pluie et la neige. Aucun BV-140E1 ne participa jamais à un combat. Aucun ne survola les positions soviétiques, comme le plan initial le prévoyait. Certains servirent à des vols d'entraînement ou à tester de nouveaux équipements, mais aucun engagement opérationnel n'eut lieu. Le projet de reconnaissance sur le front de l'Est resta lettre morte. Mais pour l'instant, l'avion asymétrique le plus audacieux du Troisième Reich venait de voir son destin scellé. Mais tous ses plans restèrent sur le papier. Puis survint un événement qui enterra définitivement le projet. En 1942, l'aviation alliée lança un raid massif sur les installations industrielles allemandes. Parmi les cibles se trouvait l'usine de Focke-Wulf à Brême, où étaient construits les quadrimoteurs F-200 Condor. Ces avions servaient à la fois de bombardiers lourds et de reconnaissance longue distance, patrouillant l'Atlantique et traquant les convois alliés. Mais surtout, l'un de ces Condors était l'avion personnel d'Adolf Hitler, utilisé pour relier les différents QG et fronts. La bombe alliée détruisit presque complètement l'usine. Les hangars furent réduits en flammes, les machines et les équipements anéantis, et la production des Condors s'arrêta brutalement. Pour l'industrie aéronautique allemande, c'était une catastrophe. L'état-major chercha immédiatement une solution. Les Condors étaient indispensables, notamment pour soutenir les opérations contre l'Union soviétique, où ils devaient être employés comme bombardiers lourds. Les regards se tournèrent alors vers l'usine Blohm+Voss. L'entreprise possédait des installations adaptées, des ouvriers qualifiés et de l'expérience dans la construction d'avions de grande taille, même si jusque-là il ne s'agissait que d'hydravions.
Le ministère de l'Air ordonna à Blohm Voss de cesser immédiatement tous ses projets internes et de se consacrer à la production sous licence du F-200 Condor, un ordre irrévocable. Walter Blohm entra dans une colère noire, mais il ne pouvait rien faire. Tous les moyens de son entreprise, ses ateliers et ses ouvriers furent réaffectés à l'assemblage des avions d'un autre constructeur. Le BV-141 n'intéressait désormais plus personne. Quelques exemplaires terminés restèrent à l'abandon sur le tarmac, lentement rongés par la pluie et la neige. Aucun BV-140E1 ne participa jamais à un combat. Aucun ne survola les positions soviétiques, comme le plan initial le prévoyait. Certains servirent à des vols d'entraînement ou à tester de nouveaux équipements, mais aucun engagement opérationnel n'eut lieu. Le projet de reconnaissance sur le front de l'Est resta lettre morte. À la fin de la guerre, la plupart des BV-141 furent soit démontés pour pièces, soit détruits lors de la retraite allemande pour éviter qu'ils ne tombent aux mains de l'ennemi. En 1945, lorsque les troupes alliées pénétrèrent en Allemagne, elles découvrirent les carcasses de plusieurs avions étranges à la structure asymétrique. Les experts militaires furent intrigués. Que représentaient dans ces machines? Pourquoi les Allemands avaient-ils construit un avion avec une cabine décalée sur le côté? Au moins un exemplaire relativement intact du BV-140E1 fut récupéré et expédié en Angleterre pour étude. Les ingénieurs de la Royal Air Force démontèrent sur l'avion, pièce par pièce, analysant chaque détail et chaque solution aérodynamique. Le verdict fut mitigé. Ils reconnurent le génie et l'originalité de la conception, ainsi que la qualité du travail d'ingénierie, mais restaient perplexes face à ses contraintes opérationnelles et à sa complexité. Le BV-140E1 restait un ovni de l'histoire aéronautique, audacieux, ingénieux, mais victime des réalités de la guerre et de la rigueur industrielle. De leur côté, les Alliés parvinrent aux mêmes conclusions que les militaires allemands. Le B540E1 était trop complexe pour une production de masse et trop vulnérable en conditions de combat. Les archives scientifiques et industrielles indiquent même que l'armée de l'air américaine eut accès à au moins un exemplaire pour tests et études. Les ingénieurs américains furent fascinés par l'audace de la conception, mais leur verdict fut identique. Un expériment unique, mais un avion de combat impraticable. Selon les archives allemandes, 20 BV-140E1 furent construits, toutes versions confondues, prototypes, machines d'évaluation de la version A et exemplaires en série de la version B. La plupart ne s'élevèrent dans les airs que quelques fois, et certains servirent uniquement à tester des systèmes au sol entre 1939 et 1940. Aucun n'a survécu jusqu'à aujourd'hui. Tous furent détruits pendant la guerre ou démontés par les Alliés après étude. Il ne reste du BV-140E1 que des photos, des plans et les souvenirs de ceux qui l'ont vu voler. Quant à son créateur, Richard Vogt, son destin fut surprenant. Après la capitulation allemande, les services américains lancèrent l'opération codée Paperclip, destinée à recruter des scientifiques et ingénieurs allemands pour travailler aux États-Unis. Vogt fut sélectionné pour son expertise dans les conceptions aéronautiques atypiques. Il poursuivit ses travaux expérimentaux sur des projets innovants, notamment sur des concepts de bombardiers ou réacteurs nucléaires capables de voler plusieurs semaines sans ravitaillement. Plus tard, il rejoignit la société Boeing comme spécialiste civil et y travailla sur divers programmes jusqu'à sa retraite. L'homme qui créa l'un des avions les plus étranges de la Seconde Guerre mondiale termina sa carrière dans l'aviation civile. Le BV-141 reste dans l'histoire comme l'un des essais les plus audacieux et singuliers de l'ingénierie aéronautique. Une machine qui, malgré ses échecs opérationnels, a repoussé les limites de l'innovation et de la créativité.